On va regarder le fameux article sur les préceptes tactiques de Fabio Grosso, article que vous avez vu normalement hier, ceux qui étaient chez Zach, au moment où je vous ai envoyé en raid, je crois que c'était ce qu'il est en train de faire. Alors cet article, il est très long, je vais vous le mettre dans le chat, si jamais vous voulez le mettre de côté. Bonsoir à Compoto, on dit bonjour à Compoto dans le chat, s'il vous plaît. Je vous mets dans le chat si vous voulez le mettre de côté et le lire plus tard, parce qu'on va pas le lire en entier, parce que c'est très long, surtout que l'introduction est très longue aussi, qui nous dit que la Serie A, c'est un peu un club de vieux garçons, comme ça l'a toujours été, qu'en première division, c'est très fermé et qu'en gros, c'est un manège avec toujours les mêmes entraîneurs qui se refilent les postes dans le top 7. Voilà. Et que par rapport à ça, vous avez la Série B, où il y a pas mal de coachs qui font leurs dents, type Thiago Motta, Paolo Zanetti, Raffaele Palladino et compagnie. Il y en a beaucoup qui sont pas ouf, mais on nous parle juste après que voilà, des Pippo Inzaghi, Daniele De Rossi, Fabio Cannavaro, tous les mecs de la Coupe du Monde 2006 qui se font un peu les dents en Série B, avec Fabregas et Buffon qui maintenant jouent plus mais qui jouaient là-bas, du côté de Côme si je dis pas de bêtises. Et on nous parle donc de Frosinone, de Grosso, qui était à ce moment-là en tête du championnat avec 6 points, avec la meilleure défense et la 3e meilleure attaque. Donc c'est un article qui date de février de cette année. Et du coup, vous allez voir, c'est un article qui rentre assez en détail sur comment jouait Fabio Grosso la première année à Frosinone, comment il a joué la 2e année à Frosinone. Effectivement, c'était un profil qui était suivi par l'OM, qui avait approché Grosso et qui avait finalement s'est rabattu sur Marcelino. Donc vous allez voir, au niveau du choix des formations, ça c'est la première année. La première année à Frosinone, il jouait dans un 4-3-3, parce que 4-1-4-1 et 4-3-3, c'est grosso modo la même chose, avec des ailiers qui sont un peu plus bas dans l'absolu. Donc il a commencé avec un espèce de 4-3-3 assez classique, hein, dans l'absolu, il n'y avait pas grand-chose de foufou. Mais dans la fameuse saison où il a tout pété à Frosinone, il est passé en un système qui était un peu hybride, qui était un 4-2-3-1, où le numéro 10 allait parfois se glisser en second attaquant dans un 4-4-2. Ce sont les deux formations qu'il a utilisées le plus souvent du côté de Frosinone, donc c'est une formation qui correspond à peu près à ce que peut faire l'Olympique Lyonnais avec un Cherki qui adore jouer en second attaquant. On peut assez facilement imaginer que Grosso à l'Olympique Lyonnais jouerait avec Cherki dans ce rôle de numéro 10 de second attaquant derrière Lacazette. Ça c'est plutôt une bonne chose parce que le 4-3-3 c'est pas bon pour Cherki. Là on peut imaginer assez facilement que Nuama va prendre le poste d'ailier ici, que Cherki va être ici et qu'à gauche on aura probablement Mama Baldé ou Diego Moreira, ça dépend du profil, avec Lacazette en pointe. À voir qui seront les deux milieux derrière. Donc on peut à peu près valider le fait que Cherki va jouer à son poste sous Fabio Grosso, en tout cas si on a le droit au bonheur. Ce qui est intéressant, c'est que sur les derniers matchs de championnat, Grosso est reparti dans son 4-3-3 et il a même expérimenté avec un système à 3 derrière. Et vous allez voir que c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même une certaine spécificité quand même dans la façon de jouer de Fabio Grosso avec Frosinone. Le principe principal, c'est le fameux juego de posición, hein, mais qu'en gros, on essaye de repartir vers l'arrière dans un système qui est un peu hybride, dans le sens où c'est pas forcément équilibré. Vous avez notamment ce qu'on nous dit beaucoup dans l'article, c'est que vous avez le fameux latéral droit, Mario Sampirisi, qui est à la base défenseur central, qui souvent à la relance allait décrocher dans un rôle plus axial. Et là c'est un peu un rôle qui correspond à Clinton Mata aussi dans cette logique là. Vous avez un des milieux qui décroche et du coup l'ailier qui vient se mettre complètement le long de la ligne. Il joue à 3 DC quand sa défense est pas ouf, il préfère une charnière à 2. En fait quoi qu'il arrive, dans l'animation offensive, il passe à 3 derrière. C'est ce que nous explique cet article-là, avec le latéral droit qui vient glisser dans la défense et l'ailier droit qui vient décrocher assez bas. Donc on pourrait imaginer dans cette situation-là que Clinton Mata serait le joueur dans ce rôle-là et que Ernest Nuama serait le joueur qui viendrait décrocher un peu plus bas. Mata ou Diomandé, peut-être. En tout cas, Mata me semble plutôt cohérent par rapport à ça. Ensuite, vous voyez que dans la structure, on a un truc qui n'est pas révolutionnaire. Hein. On a un back fort avec des décrochages là-dessus. C'est pas forcément compliqué de ce côté-là. Je descends un petit peu pour vous montrer. Alors, je ne sais plus si c'est ici qu'ils nous en parlent, mais qu'en gros, ils ont tendance à surcharger un côté du terrain pour créer des espaces de l'autre côté. Et ça, c'est assez intéressant. Vous voyez ici, on voit beaucoup de concentration à droite pour libérer l'ailier de l'autre côté. Donc je pense que c'est à Lyon, on verra beaucoup cette situation-là. Et j'ai tendance à penser que justement, il va vouloir des ailiers qui percutent, des ailiers qui vont vite. Et donc peut-être que dans ce rôle-là, on verra peut-être un Olympique Lyonnais qui penche beaucoup à gauche pour pouvoir envoyer Nuama sur orbite de l'autre côté. Mata en centrale et Maitland Niles à droite. Peut-être, je ne sais pas. Voilà, vous voyez, là, ça surcharge à droite, on repasse par derrière et on ouvre pour l'ailier à gauche. Peut-être qu'à Lyon, on verra ça de l'autre côté, avec Nuama qui a cette capacité-là, lui, à prendre de la profondeur et à attaquer très très fort les lignes quand il est seul. Donc ça, c'est un style de jeu qui est assez classique.
Voilà, on nous parle aussi de beaucoup de centres. Alors ça, il faudra voir à l'Olympique Lyonnais parce que c'est pas la qualité principale. Et la principale différence d'effectif entre Frosinone et l'Olympique Lyonnais, c'est qu'on nous a expliqué qu'à Frosinone, il y avait beaucoup d'attaquants qui sont grands. Or, à l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas beaucoup de grands. Alexandre Lacazette fait 1m75, c'est un joueur qui est bon de la tête, mais qui est pas brillant non plus dans le domaine aérien. Donc là-dessus, je pense qu'il va devoir changer un petit peu son fusil d'épaule. C'est vrai que dans ce rôle-là de quarterback, Tolisso, s'il arrive à sortir la tête de l'eau, peut être assez intéressant là-dessus. Petite précision sur les pourcentages d'utilisation des différentes formations. L'article date de février. Ensuite, il joue 100% des matchs en 4-3-3. D'accord. Oui, j'ai vu ton. Je crois que ton tweet, il est de côté en plus. Je crois que je l'avais mis de côté, mais je sais plus où je l'ai mis. Bref. Baldé, belle détente. Oui, voilà, belle détente. Au niveau du placement défensif, je vous laisserai lire tout ça parce que c'est un peu technique. Peut-être qu'à un moment donné, on fera venir Florent pour qu'il nous fasse une analyse là-dessus. On nous explique aussi qu'il y a quand même pas mal de situations sur coup de pied arrêté. Alors moi, je suis très curieux de voir ça. Parce qu'il y a beaucoup de buts sur corner. Je crois que c'est Datascout qui nous a mis, hop là, ici, qui nous montre qu'il y a eu 13 buts de la tête, dont 6 buts sur corner. Ce qui est énorme quand on est l'Olympique Lyonnais, parce que les buts de la tête et les buts sur corner, c'est vraiment pas la spécialité. Donc je suis très curieux de voir ce que Grosso va réussir à faire sur coup de pied arrêté, sachant que c'était une vraie force de son équipe la saison précédente. On voit qu'il y a beaucoup de centres. Paradoxalement, Grosso aime avoir un numéro 9 imposant dans les airs, mais son équipe n'abusait pas des centres et ne débordait pas tant que ça sur les côtés. Donc ça rentre en contradiction avec ce que nous dit l'article. Là où c'est assez intéressant, et vous allez voir, c'est sur la phase défensive. On est sur une équipe qui presse, mais pas trop. Qui a des principes qui sont plutôt d'être solide derrière pour contre-attaquer derrière, mais c'est pas Jürgen Klopp. Vous voyez, c'est pas Jürgen Klopp là-dessus. Alvaro va devoir jouer. Peut-être pas, je ne sais pas, on verra. C'est ce que nous dit Datascout ici. Pour résumer, Frosinone était une équipe qui aimait avoir la possession du ballon, mais pas tant que ça. Parce que vous allez voir, je crois que c'est marqué ici, possession 51%. Donc c'est pas non plus Laurent Blanc avec 65% de possession stérile. Donc on est sur une équipe qui aime avoir la possession mais pas trop, pour mettre en place un schéma de jeu offensif qui a l'objectif d'être très présent dans la surface adverse. Donc on a cette culture-là du surnombre, donc potentiellement des déplacements de fonction des milieux de terrain, ce qui aujourd'hui est très peu le cas à l'Olympique Lyonnais. Défensivement, l'objectif n'était pas d'asphyxier l'adversaire, mais plutôt de laisser le ballon et de verrouiller les offensives adverses avec un placement défensif rigoureux. Donc on est sur un entraîneur qui au final a des préceptes un peu classiques, un 4-2-3-1 classique qui passe en 4-4-2 en phase défensive et qui presse pas comme un zinzin, ce qui est peut-être pas une mauvaise chose quand on est l'Olympique Lyonnais, parce qu'un Olympique Lyonnais qui presse très haut avec les charrettes qu'ont Dejan Lovren et Douye Kaletatsar, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Moi je préfère avoir un coach qui est un peu plus solide derrière là-dessus. Du jeu direct, c'est ce qu'il faut à l'Orel, complètement. Fabio Grosso ne semble pas être un adepte du genre de transition rapide, un style de jeu qui pourrait peut-être permettre à Cherki d'utiliser ses qualités pour créer de l'espace. Par contre, curieux de voir quelle sera l'utilisation de joueurs comme Nuama ou Jeffinho, qui sont des dynamiteurs qui aiment avoir de l'espace et prendre de vitesse la défense adverse. Grosso modo, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des préceptes qui sont modernes, intéressants, mais que c'est pas non plus Zdenek Zeman, quoi. Donc voilà, c'est assez intéressant cette analyse purement data là-dessus. Un truc qui est aussi intéressant dont on n'a pas parlé, c'est ça, c'est l'âge moyen. Fabio Grosso, il est monté en Serie A avec une équipe extrêmement jeune. C'était la 3e équipe la plus jeune de Série B. Âge moyen 26 ans, c'est très très jeune. Hein. Aujourd'hui, l'OL est plus du côté des 27, voire des 28 que des 26, malgré la grande présence de jeunes sur le terrain. Donc ça c'est intéressant parce que ça nous fait quand même nous dire qu'il n'y aura pas de côté réfractaire à mettre des jeunes s'ils sont bons. Donc peut-être qu'on verra un peu plus Mohamed El Arouche, peut-être qu'on verra un peu plus Kelly Alvaro, peut-être qu'on verra même davantage, j'en sais rien, en défense, peut-être qu'on verra le petit Sarr, j'en sais rien. Je préfère Drogba ou Maguire. Yatou, il va falloir arrêter avec les messages de merde. Je t'en conjure. C'était rigolo 2 fois, mais là c'est lourd. Momo va être lancé. Ah bah j'en sais rien, ça j'en sais rien. Je pense que même aujourd'hui, Fabio Grosso, il ne sait pas s'il veut lancer Momo. Et Momo, attention, parce que dans cette tactique-là, dans un 4-2-3-1, je suis pas hyper convaincu que Mohamed El Arouche soit capable aujourd'hui de jouer dans cette espèce de double pivot. Maintenant, dans un 4-3-3, Mohamed El Arouche ou Ryan Cherki dans un rôle de milieu offensif, milieu central offensif, c'est plutôt pas mal. Ça peut être intéressant. À voir. Je suis très curieux en tout cas de voir comment Fabio Grosso va orienter cet effectif-là. Je pense qu'il peut jouer en 10 et à gauche perso. Je sais pas, on verra. En tout cas, il correspond pas vraiment à ce qu'attend Fabio Grosso d'un ailier de ce qu'on en lit. Voilà, bah tiens, Jean Fion, effectivement, on avait cette analyse-là, qui est une traduction d'un truc que j'ai vu passer de l'autre côté. Bon, ça reprend un petit peu ce qu'on a dit sur l'article. Style préférentiel à la relance,
Dans ce cas, ça joue direct. S'ils sont pressés, ça joue direct. Ça cherche les espaces, des ailiers qui repiquent, le 9 qui dézone. Bon, ça, ce que fait déjà Lacazette, ce que font déjà Nuama et compagnie. Donc ça va être intéressant. En tout cas, je suis assez intéressé là-dessus. Style de management, c'est assez intéressant aussi par rapport au contexte olympique lyonnais. Il n'essaye pas de tout contrôler au club. Il s'est délégué, il fait confiance à son staff, à sa direction sportive. Bah, ça tombe bien, il n'y en a pas à l'Olympique lyonnais. Au niveau de son staff, voilà. Au niveau du choix des joueurs, il n'hésite pas à faire jouer les jeunes s'ils le méritent et ne regarde pas l'âge ou le statut. Il n'a pas eu de problème d'ego à gérer car généralement les choix de joueurs qu'il a fait étaient justifiés au regard des performances. On m'a fait remonter un point négatif, c'est au niveau des conférences de presse. On risque de s'ennuyer et de ne pas avoir grand chose à se mettre sous les dents, monotone, tourne autour des questions sans vraiment y répondre, répète tout le temps les mêmes choses, des conférences de presse seront toujours plus ou moins les mêmes. Bon, ça on s'en fout un petit peu, j'ai envie de vous dire. Voilà. Il y a cet article-là de Eurosport qui est vraiment très intéressant, je vais vous le mettre dans le chat aussi, on va le passer en revue rapido. Voilà, on nous parle de Grosso. Qui c'est qui nous parle de ça? Matteo Moretto, journaliste transalpin. Ce sont deux entraîneurs différents avec une carrière différente par rapport à Gattuso. Grosso est vraiment très estimé par l'OL. Pour moi, il a été pris car il a des idées de jeu assez claires et fait pratiquer à ses équipes un football proactif. Ce qui n'est pas le cas de Gattuso. Gattuso, c'est le Catenaccio, ancien péchier. En Italie, sa cote n'a cessé de grimper ces dernières années au point qu'il a fait l'objet de plusieurs offres, dont la Sampdoria, à l'étranger aussi, puisque l'OM a longtemps songé avant de se rabattre sur Marcelino. Alors on nous a dit que Bari, Vérone et Brescia c'était de la merde. C'est vrai que c'était de la merde à Brescia et à Sion. Bari et l'Hellas Verona, c'était juste moyennasse. C'était pas catastrophique absolument. Ici, il a un excellent souvenir avec une promotion amplement méritée. Son aventure a démarré en même temps qu'une nouvelle politique voulue par le club, celle des jeunes joueurs. Aujourd'hui, c'est une équipe les moins âgées de Serie A, un quotidien qu'il connaissait. Il a été entraîneur de la Primavera de la Juventus entre 2014 et 2017. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans un projet de reconstruction avec des jeunes, il est déjà armé par rapport à ça. Pour Grosso, le fil conducteur de sa jeune carrière d'entraîneur se résume à deux mots, le bel calcio, soit le beau football. Qu'importe les premiers échecs, ses dogmes sont toujours restés les mêmes, sa manière de voir et d'interpréter le football aussi. Il est parvenu à faire monter Frosinone, une équipe qui pratiquait un football réfléchi. C'est un technicien qui s'est préparé son équipe durant la semaine. Il disait souvent que les schémas techniques ne sont que du numéro. L'important pour lui, c'est de voir comment son équipe occupe le terrain et gère les Espagnes. Il l'a démontré plusieurs fois en alignant des joueurs pas forcément à leur poste et cela a fonctionné. Frosinone, qui s'était fixé l'objectif du top 8, produisait un jeu divertissant. Là, c'est la deuxième personne qui nous dit que Frosinone, en fait, n'était pas du tout favori pour être champion. Voilà, tout n'a pas été facile, nous sommes repartis de zéro, et ça c'est un peu le défi à l'Olympique Lyonnais, c'est de repartir de zéro. Les joueurs ont accumulé de l'expérience et de la V1, j'ai ressenti de la confiance et de la sérénité. Voilà, c'était plaisant de voir jouer cette équipe, personne ne pouvait s'ennuyer, les tifosi ont été très tristes, pas tant pour un éventuel tournoi de transition, mais simplement car il a envie que ça continue. Voilà, c'est l'équipe qui pratique le plus beau football en série B, avec Grosso on a commencé à gagner en jouant bien, une chose dont nous n'avions plus l'habitude, bravo à lui. Plutôt positif les avis sur Fabio Grosso là-dessus. On nous parle de Super Mario Balotelli. En gros, il y a eu une altercation entre les deux quand il était à Brescia où Mario Balotelli se branlait les couilles à l'entraînement et qui lui a dit bah casse-toi, retourne au vestiaire, je veux plus te voir. Ce qui est plutôt positif quand on sait qu'il y a des problèmes de comportement à l'OL et d'implication à l'entraînement. On nous dit ce n'est pas un yes man. Grosso est un entraîneur qui a ses idées, qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Quand il le faut, à Frosinone, il a imposé ses volontés à ses dirigeants. En début de saison, il a indiqué les nécessités pour le jeu qu'il souhaitait pratiquer, puis il l'a mis en place. Je pense qu'il pourrait faire pareil à Lyon, même si on parle d'un tout autre club avec une autre pression. Il n'est pas du genre à manquer de respect ou tenir une distance avec les journalistes. Il a toujours été correct et plutôt ouvert. Tout le monde appréciait sa personne, des médias aux tifosi. Il y a quand même une certaine forme d'unanimité autour de sa personnalité, et c'est plutôt pas mal parce que pour le coup, c'était vraiment pas le cas de Gennaro Gattuso par rapport à ça. Il peut réussir à Lyon, ce n'est pas un saut dans le vide, il connaît la ville et le club. Pour moi, ce choix a un sens et une logique. Je suis certain qu'il peut réussir là-bas malgré le contexte actuel et le début de saison difficile. Voilà, je vous ai mis le lien de l'article. Normalement, vous l'avez sur le Discord aussi. Tout ça est plutôt positif et rassurant. Et en tout cas, on ne peut pas se prémunir de dire ça va fonctionner, c'est sûr, mais on peut avoir envie d'y croire et avoir envie de monter dans le bateau Fabio Grosso. Et moi, en tout cas, j'ai très envie d'y croire parce que de toute façon, c'est pas compliqué. Si ça marche pas, c'est la catastrophe en fait. C'est vraiment la catastrophe. Donc il faut que ça marche. Donc moi je veux pas concevoir aujourd'hui un monde où ça ne fonctionne pas, parce que si ça fonctionne pas, on va tout droit en Ligue 2. Victoire obligatoire dimanche. C'est Le Havre. On devrait être capable de battre Le Havre à domicile. Si on perd contre Le Havre à domicile, ça commence à sentir du cul quand même. Voilà, Frosinone ne vient pas de nulle part, il y avait des bons moyens pour la série B, quelques allers-retours en série A. Bien sûr, c'est pas un petit club, Frosinone. C'est un club qui fait l'ascenseur, c'est un peu l'équivalent du Stade Malherbe de Caen italien. C'est pas un club de série A, mais c'est pas un club de série B non plus. Donc il a pas pris, je sais pas, Cittadella par exemple. Il a pris un club qui avait quand même un certain moyen, mais qui n'était pas forcément programmé pour monter, parce qu'il y avait d'autres gros clubs à côté de Frosinone l'an dernier. Donc c'est quand même une performance notable que d'avoir été champion de série B avec cette équipe-là. C'est les stacks. Ouais, c'est les stacks, c'est Metz, c'est ça, Frosinone. Metz, peut-être un peu moins. Metz, c'est plus une équipe de Ligue 1 que Ligue 2. Ouais, c'est ça. Si on finit 12e, on pourra pas dire que ça marchera non plus. Moi, ça me... Alors, je vous le dis, hein.
Si on termine 12e, je m'en fous. Fabio Grosso, il est là pour construire, donc moi je suis pour qu'on lui laisse au moins 1 an et demi pour mettre en place des choses, comme on l'a laissé à Rémi Garde, comme on a laissé à Peter Bosz, et on n'a pas bien fait, c'est juste que il faut laisser du temps. Fabio Grosso, c'est un jeune entraîneur qui a des préceptes de jeu et à qui il va falloir faire confiance. À la grande différence de Laurent Blanc, par exemple, ou de Rudy Garcia, qui sont des entraîneurs qui ont été pris pour leur capacité à ramener des résultats vite et bien. Ce qui n'a pas été le cas avec Laurent Blanc, ce qui a plus ou moins été le cas avec Rudy Garcia, pour le coup. Là, c'est un pari sur l'avenir, donc il va falloir lui laisser du temps. Il arrive avec son staff, donc de toute façon, il va être là pour un bout de temps, parce que s'il ramène 4 ou 5 personnes, on ne pourra pas le virer au bout de 6 mois. Donc il va falloir être patient, il va falloir être derrière lui, tout simplement. Petite 7e place de prendre. Moi, honnêtement, les résultats de l'OL, je vous le dis, au stade où en est l'Olympique Lyonnais, les résultats de l'OL, je m'en fous tant qu'on n'est pas relégué. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir enfin un projet à l'Olympique Lyonnais et voir une progression dans ce qui se passe au club. Moi, j'ai envie de voir des prémices de beaux jeux, des matchs où on gagne pas, mais où on a des regrets en se disant on aurait mérité de gagner. J'en ai marre d'un Olympique Lyonnais qui gagne 1-0 sur des exploits individuels. J'en ai marre de l'Olympique Lyonnais qui gagne parce qu'il a des joueurs talentueux plutôt qu'un collectif talentueux. Et j'en ai marre d'un Olympique Lyonnais qui donne envie de se foutre en l'air quand on regarde 90 minutes de match. Donc si vous me dites on finit 10e, mais on va mettre en place des choses, on va s'appuyer sur des joueurs qui ont envie de rester là pendant quelques temps, et on va avoir une progression linéaire, comme on l'a vu sous Rémi Garde. Rémi Garde, il est resté 3 ans, et au final, celui qui a bénéficié du travail de Rémi Garde, c'est plutôt Hubert Fournier, et je suis pas loin de penser que si Rémi Garde avait poussé une année de plus pour aller au bout de son projet de jeu, peut-être que l'année où on joue le titre avec Fournier, on le joue avec Garde, et peut-être qu'on le joue un peu plus loin, voire qu'on gagne, j'en sais rien, là je refais un peu le monde. Mais je pense que c'est un choix un peu à la Arteta pour Arsenal. Arteta, quand il est arrivé à Arsenal, pareil, il n'avait pas beaucoup de références, et ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place, et au final Arsenal a plutôt bien fait de s'entêter avec Arteta, puisque ça a fini par porter ses fruits sur les dernières années. Donc je pense qu'il va falloir prendre un peu sur nous si les résultats sont pas au rendez-vous. L'avantage, c'est qu'on est vacciné par rapport à ça, parce qu'on est nul depuis plusieurs années, il n'y a pas de Coupe d'Europe depuis 2 ans, il y a des places qui sont catastrophiques, de plus en plus catastrophiques. Donc si vous me dites on finit 10e cette saison avec Fabio Grosso, mais on construit sur l'avenir, moi ça me va. Moi ça me va. C'est tout ce que je demande. Confiance en Fabio aussi. Comme le dit l'article, ça laisse penser qu'il aime la possession mais pas la passe à 10. Ouais, ça va nous changer de Laurent Blanc, ça. Je vois bien un 4-3-3 avec Tolisso en 6 qui redescend à la relance. Ouais, je pense aussi Cacré et Mohamed El Arouche. Ouais, peut-être, ouais. Ça veut dire Cherki sur une aile. Je sais pas ce que ça veut dire. On verra. Je suis très curieux, en tout cas, de voir ce que va faire un entraîneur avec des préceptes tactiques par rapport à ça. Mon chat, tu es gentil, mais là, tu es sur la touche entrée, donc ça va être le bordel. Attendez, il faut que je lui fasse un coussin. Tiens, regarde, je te mets le petit carnet pour mettre ta tête. Même Ted Lasso, lui a fallu du temps pour développer son jeu. Ouais, alors si on pouvait éviter de faire comme dans Ted Lasso, parce que Ted Lasso, je vous rappelle que première année, il descend, donc on va peut-être éviter quand même. Cherki en 8. Moi, un Cherki en 8, en 8-10, à la Juninho dans la grande époque, faudra qu'il fasse plus d'efforts défensifs, mais ça me dérangerait pas. Après, Rémi Garde, moi j'ai du mal, il s'appuyait forcément sur Jimbo, sur des joueurs comme Mamad Dabo, il avait peu de moyens, reste qu'il n'avait pas l'air extraordinaire exigeant sur la qualité technique de ses joueurs. D'ailleurs, il allait chercher brillant à Montréal. Je vous dis pas que Rémi Garde était le plus grand entraîneur de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, loin de là. Et d'ailleurs, si ça avait été un très grand entraîneur, Rémi Garde, il aurait eu une carrière à la hauteur de son talent, ce qui n'a pas été le cas, parce qu'il s'est planté à Aston Villa et il s'est planté plus ou moins partout après. Je vous parle juste du projet de bâtisseur. Et je pense d'ailleurs que Rémi Garde aurait peut-être fait davantage de bien à l'OL en tant que directeur sportif qu'en entraîneur. Il est venu pour dépanner, il a dépanné avec des bouts de bois, et d'ailleurs, c'est le dernier entraîneur, Rémi Garde, à avoir ramené un titre à Lyon. Donc, rien que pour ça, on va le saluer. Maintenant, effectivement, voilà. Après, il est passé en 4-3-3 l'année dernière par rapport à son effectif. Il changera peut-être ici. On verra. Moi, je suis très curieux de voir comment va orchestrer l'équipe du côté de Grosso. Au moins, il y a de quoi un peu être excité par tout ça. Et ça fait combien de temps qu'on n'a pas ressenti un petit peu d'excitation du côté de l'Olympique Lyonnais? C'est quand la dernière fois que vous avez un peu vibré avec l'Olympique Lyonnais? Parce que moi, honnêtement, la dernière salve d'excitation côté Olympique Lyonnais, c'est peut-être quand on a abordé une demi-finale de Coupe de France et on a été très très vite douché. Donc c'est bien de se dire que peut-être que ça n'a pas marché, mais il y a un monde où ça marche, et si ça marche, ça peut être très intéressant. Ça peut être l'aube d'un nouveau projet à l'OL, d'une nouvelle union sacrée pour les bonnes raisons. Moi, j'ai envie d'avoir une union sacrée là maintenant pour les bonnes raisons. Donc c'est plutôt pas mal.